Elle voulait fêter ses 45 ans comme une reine dans un palace. À la place, elle a fini en tenue d'ouvrier dans une caravane insalubre, avec une dette qu'elle paiera jusqu'à la fin de ses jours. Ce que je lui ai offert n'était pas un cadeau. C'était une exécution publique de sa vie de luxe. Mais ce que j'ai découvert n'était pas seulement une aventure d'un soir avec un masseur. C'était un complot financier orchestré pour voler mon entreprise, vendre mes secrets à mes concurrents et me détruire de l'intérieur. Elle pensait que j'étais un vieux débris, aveugle. Elle a oublié que je suis un ancien ingénieur militaire et que je sais comment démolir une cible méthodiquement, sans laisser de traces. Préparez-vous, car la vengeance que vous allez entendre est une véritable œuvre d'art, glaciale et sans concession. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Avant de plonger dans ce récit, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dans votre rue. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous allez découvrir ce qui arrive quand on pousse un homme patient à bout. Il ne crie pas, il présente la facture. Je m'appelle Louis, j'ai 55 ans. Ancien ingénieur militaire, je suis aujourd'hui propriétaire d'une petite entreprise de construction à Lyon. La vie m'a appris à résoudre les problèmes avec efficacité et sans pitié. Je n'accepte aucun compromis et n'ai jamais pardonné la trahison. Pendant 25 ans, j'ai bâti notre famille comme on construit un pont, avec solidité et pour l'éternité. J'y ai tout investi, ma force, mes ressources, mon âme. J'étais absolument convaincu que notre mariage était une citadelle imprenable. Quelle erreur monumentale. Nous étions venus dans ce complexe de remise en forme à la campagne pour l'anniversaire de ma Clara. Elle fêtait ses 45 ans et je voulais lui offrir un cadeau vraiment royal. Une suite luxueuse avec des baies vitrées ouvrant sur la forêt enneigée, des dîners aux chandelles, des soins raffinés. Je voulais qu'elle se sente comme une véritable reine. Et elle jouait ce rôle avec délice. Elle me souriait de son sourire incomparable, m'embrassait, me remerciait pour ces moments féeriques. Mais dans mon dos, comme je l'ai découvert plus tard, un tout autre scénario se déroulait déjà. Tout a commencé par des détails insignifiants. Un gommage excessivement long. « Louis, mon chéri, va donc au sauna pendant ce temps. J'en ai encore pour 30 minutes. » L'esthéticienne dit qu'il faut consolider l'effet, gazouillait-elle au téléphone. J'étais assis dans le hammam, respirant l'arôme du cèdre brûlant, et je sentais naître en moi une suspicion froide et poisseuse. Je connaissais parfaitement ma femme. Elle n'avait jamais aimé les longs soins, elle était toujours pressée. Elle s'ennuyait rapidement, et voilà qu'il fallait soudain consolider l'effet. Quel effet, bon sang! Je suis sorti du sauna plus tôt que prévu. Mon corps brûlant fut saisi par l'air climatisé glacial du couloir. Je marchais vers notre suite, et à chaque pas, l'angoisse montait. La porte de notre appartement était entr'ouverte. J'entendis un rire étouffé, puis un gémissement. Un gémissement que je connaissais trop bien. Le sang me monta à la tête. Je ne me souviens pas d'avoir poussé la porte. Je me souviens seulement du craquement du bois et des yeux ahuris de Clara quand elle m'a vu sur le seuil. Le masseur, un jeune homme d'une vingtaine d'années au visage insolent et suffisant, tenta de tirer la couverture sur lui. Mais j'ai été plus rapide. Je l'ai attrapé par le cou glissant d'huile et je l'ai jeté dans le couloir comme un chiot. Il balbutiait quelque chose à propos d'un malentendu, mais je ne l'écoutais plus. Je me suis retourné vers Clara. Elle était assise sur le lit, se couvrant d'un drap, et me regardait avec des yeux immenses et effrayés. Il n'y avait aucun remords dedans, seulement une peur animale. Et à cet instant, j'ai compris que ma vie d'avant n'existait plus. Il n'y avait plus que moi. Elle et ce vide qu'elle avait créé. « Habille-toi », grondai-je. Il n'y avait pas une once de pitié dans ma voix, seulement une fureur froide et vibrante. Elle commença à s'habiller précipitamment, laissant tomber ses affaires, s'en mêlant dans les manches. Ses mains tremblaient. Elle essayait de parler, de pleurer, de se justifier. « Louis, ce n'est pas ce que tu crois. » Il me faisait juste un massage. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je regardais ce spectacle pitoyable en silence. Chacun de ces mots était un mensonge. Et ce mensonge me brûlait comme du fer rouge. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai contemplé la forêt enneigée. Autrefois, je pensais que nous vieillirions ensemble, que nous nous promènerions dans cette forêt main dans la main. Maintenant, je ne voulais qu'une chose, l'effacer de ma vie, l'effacer complètement, jusqu'au dernier souvenir. Je me suis retourné. Elle était habillée et se tenait collée contre le mur, comme une bête traquée. « Nous partons », dis-je.
et ma propre voix me parut étrangère et terrifiante. Tout de suite. Nous avons roulé dans un silence total. Je conduisais notre Peugeot sur la route verglacée, poussant la voiture à sa limite. Clara était assise à côté de moi, recroquevillée, n'osant pas bouger. Je sentais sa peur, et cette peur me procurait un plaisir amer et vengeur. Je voyais les sapins enneigés défiler dans la lumière des phares, et j'imaginais ses os se briser, son beau visage mensonger se transformer en bouillie sanglante. Je chassais ses pensées, mais elles revenaient sans cesse. Nous sommes entrés dans la ville, les rues familières, les immeubles, les vitrines des magasins. Tout cela semblait étranger, irréel. Mon monde s'était effondré, et sous ces décombres gisaient 25 années de ma vie. J'ai arrêté la voiture devant notre immeuble. Une résidence neuve et huppée, un appartement que j'avais acheté 1 an plus tôt. Tout était à mon nom, comme tout le reste. J'avais toujours considéré qu'un homme devait assumer la responsabilité de sa famille. Moi, je savais qu'elle ne faisait que profiter. « Sors de la voiture », lançai-je. Elle descendit et me regarda d'un air suppliant. « Louis, je t'en prie, parlons. Je t'expliquerai tout. »« Nous parlerons, ricanai-je, mais pas ici, et pas maintenant. » J'entrai dans l'immeuble, elle me suivit. Dans l'ascenseur, elle tenta de me prendre la main, mais je la repoussai comme si elle était pestiférée. Au 18e étage, j'ouvris la porte de notre appartement. L'odeur de la rénovation récente, des meubles coûteux, de son parfum préféré. Tout cela ne provoquait plus en moi que du dégoût. Je traversai le salon et m'installai dans mon fauteuil préféré. Elle resta debout près du seuil. « Tu as 1 demi-heure pour rassembler tes affaires, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Prends seulement ce que tu peux emporter à la main. Tout le reste est à moi. Si je revois encore une seule fois ta face ou celle de ton minable masseur, je vous roule tous les deux dans le bitume. Tu m'as bien compris ?» Elle me regardait, et dans ses yeux, l'horreur se mêlait à l'incrédulité. Elle pensait que je plaisantais. Elle espérait encore pouvoir arranger les choses, que je pardonnerais comme j'avais pardonné auparavant ses petits caprices et ses bêtises. Mais elle ne comprenait pas une chose. Elle avait tué en moi ce qui faisait de moi un être humain. Elle m'avait transformé en bête assoiffée d'une seule chose, la vengeance. Une vengeance cruelle, impitoyable, sanglante. Je sortis mon téléphone de ma poche et composai le numéro de mon avocat. « Julien, salut, j'ai une urgence. Il me faut un divorce, rapide et brutal. » « Et oui, prépare les documents pour annuler la donation de sa BMW. Oui, celle que je lui ai offerte pour son dernier anniversaire. » Je raccrochais et regardais Clara. Elle avait tout compris. C'était la fin. Mais elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de son enfer personnel que j'allais créer pour elle et son amant. Et je savais par où commencer. Je sortis du coffre-fort mon vieux mais fidèle Beretta. Non, je n'allais pas les tuer, ce serait trop simple. J'allais rendre leur vie insupportable. J'allais les détruire lentement, douloureusement, avec méthode. Je regardais ma montre, la demi-heure était presque écoulée. Je me levai et m'approchai de la porte. « Le temps est écoulé, dis-je en ouvrant. Dégage !» Elle se précipita sur le palier, sanglotant et me maudissant. Je claquai la porte et la verrouillai à tous les verrous. Je restais seul dans mon appartement vide, dans ma vie vide. Mais je ne me sentais pas seul. Je sentais bouillonner en moi une rage froide et calculée, et je savais qu'elle ne s'apaiserait pas avant que je ne me sois vengé. Je m'approchai de la fenêtre et la vis, petite silhouette pitoyable, courir dans la cour enneigée. Où irait-elle? Chez ses parents? Chez ses amis? Je m'en fichais. Elle était morte pour moi. Maintenant, je n'avais plus qu'un seul but, trouver ce masseur. Et je le trouverais, même si je devais retourner toute la ville. Je repris mon téléphone et composai un autre numéro. « Allô? Constantin? Salut mon vieux, j'ai du boulot. Il faut retrouver quelqu'un. Oui, très vite, j'ai un cadeau pour lui. » Je souris, un cadeau dont il se souviendrait toute sa vie. L'histoire ne faisait que commencer, et le final serait sanglant, j'en étais certain. Je me servis un whisky, le bus d'un trait, et sentis une chaleur agréable se répandre dans mes veines. Devant moi s'étendait une longue nuit, une nuit de chasse, et j'étais le chasseur, pas le gibier, et il n'y aurait de pitié pour personne. La porte métallique bon marché de l'appartement du masseur céda avec une facilité surprenante, presque sans bruit.
À l'intérieur, ça sentait l'humidité, l'alcool de la veille et un parfum de femme étranger. Celui-là même que j'avais offert à Clara pour notre dernier anniversaire. Cette odeur me frappa plus fort que n'importe quel coup. C'était la quintessence de son mensonge, la preuve matérielle que la trahison avait été préparée longuement et soigneusement, juste sous mon nez. Constantin avait travaillé vite. 1 heure après mon appel, j'avais tout sur mon téléphone. Nom, prénom, adresse, numéro de plaque, même le surnom dont l'appelaient ses copains. L'artiste. Hugo Mercier, 28 ans. Il vivait dans un studio minable en banlieue, dans une barre d'immeubles où les murs semblaient avoir absorbé tout le désespoir du quartier. J'entrais sans allumer la lumière. Le clair de lune, filtrant à travers la fenêtre sale, arrachait à l'obscurité un décor misérable. Un canapé défoncé, une montagne de vaisselle sale dans l'évier, des bouteilles de bière vides éparpillées sur le sol. Dans la chambre, sur des draps froissés et douteux, dormait celui-là même, ce mâle reluisant qui quelques heures plus tôt était dans ma femme. Je regardais en silence son visage serein, son corps détendu, et je n'éprouvais rien d'autre qu'un mépris glacial et dévorant. Je ne le réveillais pas. Je l'attrapais simplement par la jambe et le tirais violemment sur le sol. Il hurla de douleur et de surprise, ouvrant des yeux où flottait une terreur animale. Il ne comprit pas immédiatement qui j'étais, et quand il comprit, son visage se déforma de peur. Il tenta de se relever, mais ma botte, une lourde chaussure d'hiver, s'abattit avec un craquement sur ses côtes. Il râla en se recroquevillant. Je ne criais pas. Je parlais doucement, presque en murmurant, et mes mots n'en étaient que plus terrifiants. Je lui racontais dans les moindres détails ce que je lui ferais s'il ne disparaissait pas de cette ville dans les 24 heures. Je décrivis comment j'allais lui briser les doigts un par un, comment j'arracherais sa langue menteuse, comment je le forcerais à avaler ses propres dents. Il pleurait et gémissait, étalant sur son visage du sang et de la morve. Il était pitoyable, et c'était exactement ce que je voulais voir. Je marchais dans son appartement minable comme un nouveau propriétaire. Du regard, je cherchais quelque chose qui pourrait me donner plus d'informations, plus de levier pour ma vengeance. Et je trouvais. Sur la table de cuisine traînait son téléphone, un smartphone chinois bon marché à l'écran fissuré. Je le pris. L'artiste tenta de protester, mais un seul de mes regards suffit pour qu'il couine à nouveau et se plaque au sol. Je déverrouillai le téléphone. Le code était ridiculement simple, sa date de naissance. J'ouvris la galerie. Ce que j'y vis fit se glacer le sang dans mes veines. Ce n'était pas juste un coup d'un soir. C'était des mois de mensonges et de tromperies. Mais voilà au restaurant où j'avais emmené Clara pour mon anniversaire, où elle avait souri en se photographiant avec moi. Puis 1 heure plus tard, elle était assise avec lui à la table voisine. Les voilà qui s'embrassent dans ma voiture, dans cette même Peugeot que je lui avais offerte, devant ma maison de campagne que j'avais construite pour le vieux jour. Puis je vis une vidéo, un court clip, filmé dans notre suite du spa, littéralement 1 heure avant mon arrivée. Clara, ma Clara, riait d'un rire ivre et débridé et parlait à la caméra en le regardant de ses yeux menteurs. « Patience, mon chat, je vais envoyer le vieux débris au sauna et je suis tout à toi. » Le vieux débris. Voilà ce que j'étais pour elle, un vieux débris qui payait tout ce conte de fées, putain. À cet instant, quelque chose mourut définitivement en moi. La dernière goutte de chaleur, la dernière parcelle de pitié. Il ne restait qu'un désert calciné où soufflait un vent glacial de vengeance. Je mis le téléphone dans ma poche. C'était mon trophée, mon arme. Je regardais la chose pitoyable qui geignait sur le sol. 24 heures, répétais-je en sortant de l'appartement. Si dans un jour ton odeur traîne encore dans cette ville, je te retrouverai et je te donnerai en pâture aux chiens morceau par morceau. Je sortis dans la rue et respirai l'air glacé de la nuit. La fureur ne s'était pas apaisée. Elle était juste devenue différente, froide, calculée, comme l'acier d'un scalpel chirurgical. Je montais dans ma Peugeot et ne rentrais pas chez moi. J'allais chez sa mère, sachant que Clara y était maintenant, sanglotant sur son épaule et racontant sa version des événements, où elle était la victime innocente et moi le tyran cruel. Je m'arrêtais dans l'ombre des arbres, d'où je voyais bien la cour. Je ne montais pas,
Je composais simplement le numéro du dépanneur dont se servait mon entreprise de construction. « Salut, Thomas. J'ai besoin de ton aide. »« Oui, urgent. L'adresse est telle. Il faut récupérer discrètement une Peugeot rouge. Les papiers sont en règle avec moi. Tu l'amènes à mon entrepôt. » Je restai assis dans la voiture et attendis. Une demi-heure plus tard, la dépanneuse entra silencieusement dans la cour. Je regardais les puissantes griffes du manipulateur saisir son jouet rouge brillant, son symbole de statut, sa fierté, et le charger sur le plateau. J'imaginais son visage quand le matin elle regarderait par la fenêtre et verrait l'emplacement vide. Ce n'était qu'un début. La douleur physique pour lui, l'humiliation pour elle. Mais ce n'était pas assez, bien trop peu. Je voulais les détruire complètement, les rayer de la surface de la terre sans laisser la moindre trace. Je démarrais déjà le moteur pour partir quand mon téléphone vibra. Message de Constantin. Je l'ouvris, m'attendant à quelques détails insignifiants, mais ce que je lus me fit sourire férocement dans l'obscurité de l'habitacle. Constantin écrivait « Louis, j'ai encore creusé sur cet artiste. Ce n'est pas juste un masseur, il doit de l'argent à des gens sérieux, très sérieux. Et apparemment, il a aussi embarqué ta Clara là-dedans. Il a 2 gros crédits chez des organismes de microfinance, souscrits avec ses données d'identité à elle. » Je souris. On dirait que le rouleau compresseur ne me sera même pas nécessaire. Ces 2-là avaient décidé de se creuser eux-mêmes leur tombe, et j'allais leur fournir les pelles avec plaisir. La photocopieuse recracha le visage souriant de Clara une dernière fois, et cette copie noir et blanc granuleuse ressemblait à une photo bon marché pour une notice nécrologique. Je fixai avec une agrafeuse cette feuille à une liasse d'autres documents, une copie de son passeport, les contrats de microcrédit que Constantin avait déterrés, et un résumé court, imprimé par ordinateur, de ses récentes aventures. Ce dossier n'était pas destiné à un avocat, il était pour son père. Étienne Laurent, ancien directeur d'usine, homme de la vieille école, avait toujours été fier de sa fille parfaite. Je l'appelai et fixai un rendez-vous dans un café anonyme du centre-ville, sachant qu'un lieu public lui lierait les mains et l'empêcherait de faire une scène. Il arriva à l'heure, cheveux gris, dos droit, dans un manteau de cachemire coûteux. Il me regardait avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi je l'avais convoqué sans Clara. Je ne perdis pas de temps en préambule. Je posai le dossier sur la table en silence et le poussai vers lui. « Lisez, Étienne. Je pense que vous serez intéressé de savoir ce que fait réellement votre fille pendant que je paie ses vacances. » Il ouvrit le dossier et son visage commença à changer. D'abord l'incrédulité, puis la confusion, qui fut remplacée par une rougeur écarlate de colère, enfin par une ombre grise et cendrée de honte. Il feuilletait les pages, voyait les photos de sa fille dans les bras du jeune gigolo, voyait les montants des dettes qu'elle avait contractées, voyait les captures d'écran de leurs échanges. Je ne prononçais plus un mot. Je restais simplement assis à boire mon espresso, observant le monde de ce vieil homme fier s'écrouler. Il leva vers moi des yeux où se lisaient la douleur et l'humiliation. « Louis, Non, le coupai-je. Je ne suis pas venu chercher de la compassion. Je suis venu vous informer. Réglez le cas de votre fille vous-même, et ses dettes aussi. » Je me levai, le laissant seul avec ce dossier plein de saleté et de honte. Je ne me retournai pas. Je savais que j'avais frappé au cœur même de son système de soutien. Maintenant, elle n'était pas seulement une épouse infidèle, elle était la honte de sa famille. À la sortie du café, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je répondis. Louis Mercier gronda dans le combiné une voix rauque et enfumée. « Votre épouse Clara Isabelle ne souhaite pas communiquer avec nous, et nous avons accumulé des questions de nature financière à son sujet. Des questions très sérieuses. » Je m'arrêtai au milieu du trottoir enneigé. C'étaient eux, les agents de recouvrement, des gens pour qui les côtes cassées ne sont que le début de la conversation. Tout en moi exultait. C'était un cadeau du destin. J'aurais pu simplement raccrocher, mais au lieu de cela, je m'autorisai un sourire froid et venimeux. « Elle n'est plus avec moi, » répondis-je calmement. « Mais je peux vous indiquer où trouver la personne qui a son argent maintenant, et peut-être elle-même. Il s'appelle Hugo Mercier. Il travaille comme masseur à l'hôtel Forêt Enchantée. Je pense qu'il pourra répondre à toutes vos questions. » Un court silence se fit dans le combiné, puis la même voix prononça avec un râle satisfait. « Merci pour l'information, Louis. Nous apprécions la coopération. » Je raccrochai.
Je venais de lâcher une meute de loups affamés sur 2 lapins sans défense, et je n'éprouvais pas la moindre once de regret. Je montai dans la voiture et pris la direction de mon bureau, mais en chemin, je bifurquai vers cet hôtel. Je ne m'approchais pas trop, m'arrêtais sur une route forestière d'où je pouvais surveiller l'entrée du complexe. Une demi-heure plus tard, je vis ce que j'attendais. 2 Mercedes noires aux vitres teintées s'arrêtèrent devant le portail principal. 5 gaillards aux cheveux courts et aux vestes de cuir en descendirent. Ils n'allèrent pas à la réception. Ils se dirigèrent avec assurance vers les bâtiments de service où se trouvaient les chambres du personnel. Le spectacle commençait. Je n'attendis pas le final. Il me suffisait de savoir que le mécanisme était enclenché. Le soir, alors que j'étais assis dans mon bureau à trier des papiers, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Clara. Sa voix partait dans les aigus hystériques. « Louis, qu'as-tu fait? Des bandits ont débarqué à l'hôtel. Ils cherchaient Hugo. Ils l'ont battu, ils l'ont emmené. Ils disent que je leur dois de l'argent. Que se passe-t-il » J'écoutais en silence ces cris paniqués. Puis j'approchai du haut-parleur de mon téléphone, celui de l'artiste, et lançai cette fameuse vidéo. Du haut-parleur jaillit son rire ivre et débridé et ces mots. « Patience, mon chat. Je vais envoyer le vieux débris au sauna, et je suis tout à toi. » À l'autre bout du fil, un silence de mort s'installa. Elle avait tout compris. Elle avait compris que je savais tout. « Ce sont tes problèmes, Clara, » dis-je froidement en coupant la vidéo. « Les tiens et ceux de ton petit chat. Débrouillez-vous seul et n'ose plus jamais m'appeler. » Je raccrochai et bloquai son numéro. Je restais assis dans le silence de mon bureau. Dehors, la neige tombait, éclairée par les réverbères. La ville vivait sa vie, et moi je menais ma guerre. Une guerre dans laquelle j'étais à la fois juge et bourreau. Je me sentais vidé, mais en même temps étrangement satisfait. Je m'étais vengé de ma douleur, de mon humiliation. Mais était-ce suffisant? Je repris le téléphone de l'artiste. Je devais m'assurer d'en avoir extrait tout ce que je pouvais. Je commençai à parcourir méthodiquement tous les dossiers, toutes les conversations, tous les fichiers. Je cherchais ce qui pourrait me donner un autre levier, un autre moyen de leur faire mal. La plupart des fichiers étaient des déchets, des selfies stupides, de la musique, des jeux quelconques. J'allais reposer le téléphone quand mon regard accrocha un dossier intitulé « Travail ». Je souris avec ironie. Quel travail pouvait bien avoir cette nullité? Par curiosité, je l'ouvris. À l'intérieur, il n'y avait pas de documents, il y avait des captures d'écran. Des captures d'écran de mes courriels professionnels, des copies de propositions commerciales de mon entreprise. Et tous ces fichiers avaient été envoyés à une seule personne, Gabriel Dubois, mon principal concurrent. L'homme qui, au cours des 6 derniers mois, m'avait ravi 3 gros contrats en proposant un prix de quelques pourcents inférieur au mien. Le sang se retira de mon visage. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était un sabotage planifié. Elle ne couchait pas simplement avec lui, elle détruisait méthodiquement mon entreprise, mon affaire, à laquelle j'avais consacré les 20 dernières années. La poussière métallique sur mon bureau semblait s'être transformée en cendres de mon monde calciné. Chaque capture d'écran du téléphone du masseur était comme un clou enfoncé dans le couvercle du cercueil de ma vie passée. Mais ce clou ne transperçait pas du bois. Il transperçait ma propre chair. Ce n'était plus de l'adultère, ni de la trahison. C'était une guerre qui m'avait été déclarée dans ma propre maison, utilisant ma confiance comme arme et ma femme comme espionne. Gabriel Dubois, mon concurrent, était glissant comme une anguille et tout aussi prédateur. Il me souriait toujours lors de nos rencontres, me tapait dans le dos, parlait de concurrence loyale. Maintenant, je connaissais le prix de ses sourires. Je composais son numéro. Ma voix était calme, presque amicale. Je lui proposais de nous rencontrer pour discuter d'un très gros projet commun. Je lui dis que j'avais des informations privilégiées sur un nouvel appel d'offres pour la construction de tout un quartier. Je vis les zéros des profits futurs briller dans son imagination. Il mordit à l'hameçon sans hésiter. Nous convînmes de nous retrouver dans 1 heure, ni dans son bureau rutilant, ni dans le mien. Je fixai le rendez-vous sur l'un de mes chantiers, un immense entrepôt vide, en périphérie de la zone industrielle que nous venions de commencer à rénover. Un endroit sans regard ni oreilles indiscrets, où l'écho d'un coup résonne particulièrement fort. Il arriva seul dans sa Mercedes noire, sûr de lui, reluisant, savourant à l'avance le profit facile.
Je l'attendais à l'intérieur. Le courant d'air qui circulait dans le hangar de béton faisait voltiger les feuilles de papier éparpillées sur le sol. Sur une table improvisée faite de 2 tréteaux et d'une feuille de contreplaqué, j'avais étalé les captures d'écran imprimées. Il entra en plissant les yeux dans la pénombre, et son sourire glissa lentement de son visage. Quand il vit ce que j'avais préparé pour lui à la place des plans, il comprit tout instantanément. Il tenta de faire demi-tour, balbutia quelque chose à propos d'une erreur, qu'on l'attendait. Mais j'étais déjà près de lui. Je ne le frappais pas au visage. Je l'attrapais par le cou et lui cognais la tête contre un conteneur en acier galvanisé adossé au mur. Pas fort, mais suffisamment pour que le sang coule de son nez et que la peur apparaisse dans ses yeux. Je le jetai sur une chaise près de la table. « Regarde », grondai-je en pointant les papiers. « Regarde comment tu as volé mon avenir. » Il secouait frénétiquement la tête, tentait de se justifier, de rejeter la faute sur l'artiste, sur Clara. Il disait qu'ils lui avaient tout apporté eux-mêmes, qu'il avait simplement profité de la situation. Et à cet instant, en essayant de sauver sa peau, il commit une erreur fatale. « Mais comprends donc, c'est toute ta petite Clara » cria-t-il en étalant du sang sur son visage. « C'est elle qui est venue me voir, qui a dit que tu étais un vieux qui ne l'appréciait pas, qu'elle voulait une belle vie et que tu comptais chaque centime. Elle m'a proposé des informations en échange d'un soutien. C'était son plan du début à la fin. Cette phrase fut pour lui une condamnation. Je pensais avoir atteint le fond de la fureur, mais il s'avéra que sous ce fond se trouvait un autre abîme. Elle n'était pas simplement complice, elle était l'organisatrice, le cerveau de toute cette opération visant à ma destruction. Je m'approchai en silence de la pile de barres d'armature qui gisait dans le coin. J'en arrachai une tige rouillée d'environ 1 mètre de long. Dubois se tut. Il regardait la barre dans ma main et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Je posai l'armature sur la table, saisis sa main droite, celle avec laquelle il signait les contrats qu'il m'avait volés, et la plaquai de force sur le contreplaqué. « Je ne vais pas te tuer, Gabriel, » dis-je doucement en le regardant dans les yeux. « Je vais simplement faire en sorte que tu ne puisses plus jamais tenir un stylo. Tu te souviendras de moi chaque fois que tu essaieras de lasser tes chaussures ou de prendre une cuillère. » Il se débattit, cria, mais ma prise était de fer. Je levai la barre d'armature au-dessus de ses doigts. À cet instant, mon téléphone posé sur la table vibra. Constantin appelait. Sans lâcher la main de Dubois qui râlait déjà de terreur, j'activai le haut-parleur. « Louis, ton artiste a repris ses esprits après la visite des investisseurs », annonça joyeusement Constantin. « Il est maintenant docile comme un agneau, prêt à tout raconter, à signer tout ce que tu veux. Il dit que Clara l'a forcé à contracter ses crédits, qu'elle avait promis que tu rembourserais tout. Il a un enregistrement de leur conversation où elle lui donne des instructions détaillées sur comment mentir aux employés de banque. Il est prêt à la livrer en échange qu'on le laisse tranquille. » Je regardais Dubois qui tremblait sous moi, la barre d'armature levée au-dessus de ses doigts, le téléphone d'où sortait la voix de Constantin. Le puzzle se complétait. J'avais tout. Les aveux du concurrent, l'amant brisé et prêt à tout, et maintenant la preuve d'une fraude financière orchestrée par ma femme. La vengeance cessait d'être simplement un acte de représailles. Elle se transformait en œuvre d'art. Je lâchai la main de Dubois. Il recula d'un bond en sanglotant, fixant avec horreur ses doigts intacts mais tremblants. « Dégage !» lui lançai-je, et prie pour que je ne te revoie plus jamais dans cette ville. Tout ce que tu m'as volé, tu le rendras au double. Je t'enverrai la facture. » Il jaillit de l'entrepôt comme un possédé, et 1 seconde plus tard, j'entendis le vrombissement de sa Mercedes. Je restai seul dans le silence caverneux. La fureur était partie, remplacée par un calcul glacial et cristallin. Elle pensait être intelligente. Elle pensait pouvoir me détruire, mais elle avait oublié à qui elle s'attaquait. Je sortis de l'entrepôt et montai dans ma voiture. Je ne rentrai pas chez moi. Je composais le numéro du meilleur agent immobilier de la ville. « Olivier, salut. Il faut vendre l'appartement du quai en urgence. Oui, celui-là même. Affiche-le au prix minimum. Ce ne sont pas les euros qui m'intéressent, c'est la rapidité. Et accroche la bannière à vendre la plus grande et la plus laide que tu puisses trouver, directement sur le balcon, pour qu'on la voie depuis l'autre rive. » Je savais que la nouvelle de la vente de notre appartement luxueux, son nid, son symbole de statut, ferait le tour de la ville en quelques heures. Elle l'apprendrait, et alors elle devrait sortir de l'ombre. Elle devrait ramper jusqu'à moi. Et c'est là que commencerait le véritable enfer. Pas celui qu'elle m'avait infligé,
mais celui que j'avais préparé spécialement pour elle. La porte de mon bureau s'ouvrit si doucement qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas une personne derrière, mais son ombre. Mais je sentis sa présence dans ma nuque, comme on sent l'approche d'un prédateur. Je ne levai pas la tête de mes papiers, continuant à faire semblant d'étudier un devis. Je la laissai entrer, faire quelques pas sur le tapis persan coûteux et se figer devant mon bureau, respirant l'odeur de ma réussite et de sa propre humiliation. Elle était venue. L'énorme bannière hideuse sur le balcon de notre ancien appartement avait fonctionné mieux que n'importe quel appât. Elle resta silencieuse, et j'entendais sa respiration saccadée. Enfin, je levai lentement les yeux. Elle avait mauvaise mine. Son manteau coûteux était déboutonné, des cernes noires creusaient ses yeux. Sa coiffure, toujours impeccable, était défaite. Mais elle essayait encore de tenir bon, de regarder avec défi, avec les restes de son ancienne fierté. « Qu'est-ce que tu fais, Louis ?» Sa voix trembla. Je ne répondis pas. Je tournai en silence vers elle l'écran de mon ordinateur portable. Une fenêtre était ouverte avec les fichiers que Constantin avait téléchargés du téléphone de l'artiste. Je cliquai sur l'un d'eux. Les haut-parleurs diffusèrent sa voix, donnant des instructions à son amant sur comment obtenir un crédit avec ses documents. Une voix claire, assurée, sans l'ombre d'un doute, la voix d'une prédatrice entraînant son chacal. Elle regardait l'écran et son visage se transformait lentement en masque d'horreur. La couleur quitta ses joues, ses lèvres blanchirent. Elle s'effondra sur la chaise pour visiteurs, comme si on lui avait vidé l'air. Elle comprit que je ne savais pas seulement pour l'adultère. Je savais tout sur son plan, sur sa trahison qui était bien plus profonde et terrible qu'un simple rapport à l'hôtel. Elle tenta de dire quelque chose, de bredouiller qu'on l'avait forcée, que c'était tout lui, qu'elle était victime. J'arrêtai ce flot de mensonges d'un geste de la main. Je pris mon téléphone et composai un numéro. « Salut fiston », dis-je en activant le haut-parleur. Clara bondit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment ça va ? Comment vont les études ? Écoute, je voulais te demander conseil. Ta mère s'est embourbée dans une sale histoire. » « N'ose pas, siffla-t-elle en se jetant vers moi par-dessus le bureau, tentant d'arracher le téléphone. « N'ose pas mêler les enfants à ça. » Je l'écartai d'une main, sans détacher mon regard de son visage affolé. « D'accord, fiston, je te rappelle, dis-je avant de raccrocher. » Je lui fis comprendre que la ligne rouge était franchie, que je n'avais plus rien de sacré, que j'étais prêt à brûler tous les ponts, à détruire sa réputation aux yeux de ses propres enfants, à la transformer en paria pour tous ceux qui la connaissaient. C'était un coup bas, et il fonctionna. Elle se brisa complètement et irrémédiablement. Elle s'effondra sur sa chaise et éclata en sanglots. Pas comme à l'hôtel, pas de manière manipulatrice, mais vraiment, avec des sanglots secs, terribles, silencieux, de désespoir et d'impuissance. Je la regardais sans la moindre compassion. Je la laissai pleurer, puis j'appuyai sur le bouton de l'imprimante. L'appareil vrombit et cracha 2 feuilles. C'était une reconnaissance de dette. Je poussai les papiers et le stylo vers elle. « Voilà tout, dis-je d'une voix égale. La somme des crédits que tu as contractés par l'intermédiaire de ton minable et les pénalités pour les 3 contrats sabotés que tu as refilés à Dubois. Tu vas signer ça. Tu reconnais ta dette et tu t'engages à me rembourser jusqu'au dernier centime. Tu travailleras à 3 emplois. Tu vendras toutes tes fringues et tes bibelots, mais tu me rendras tout. » Elle regarda le papier, puis moi. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais en dessous perçait déjà la soumission. Elle comprit que la partie était finie, qu'elle avait perdu sur tous les fronts. Elle prit le stylo. Sa main tremblait tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. Lentement, dessinant chaque lettre comme une écolière, elle apposa sa signature. Une signature sous sa propre condamnation. Elle me tendit les papiers signés, 2 feuilles qui valaient maintenant plus que toute sa vie. À cet instant, je me sentis vainqueur absolu. Je l'avais détruite moralement, financièrement, socialement. Elle était complètement en mon pouvoir. Je pris les documents, les pliai et les rangeai dans le coffre. Elle restait assise, voûtée, fixant un point dans le vide. Une coquille vide, dépouillée de tout, fierté, argent, avenir. J'allais lui dire de dégager, de disparaître de ma vie pour toujours. Mais à cet instant, la porte de mon bureau s'ouvrit brutalement sans qu'on ait frappé, avec une telle force qu'elle heurta le mur. Sur le seuil se tenaient 2 hommes aux cheveux courts, en veste de cuir, aux yeux morts.
ceux-là même des Mercedes. Je compris immédiatement qu'ils n'étaient pas venus pour moi. Ils entrèrent lentement, avec une grâce prédatrice, dans le bureau et s'arrêtèrent, regardant non pas moi, mais Clara. L'un d'eux sourit, découvrant une rangée de dents en or. « Clara Isabelle », gronda-t-il, et dans sa voix il n'y avait pas la moindre trace de politesse. « On vous cherche partout, il est temps de payer vos dettes, mais maintenant, ce ne sera plus avec de l'argent. » Les deux armoires à glace dans mon bureau commirent une erreur fatale. Ils entrèrent ici en propriétaires, pensant que la femme brisée sur la chaise était leur proie légitime. Ils ne tinrent pas compte d'une chose, elle était déjà ma propriété, le gage d'une dette bien plus importante, et je ne partageais jamais ce qui m'appartenait. Je me levai lentement de derrière mon bureau, ne montrant ni peur ni agressivité, et le contournai pour me placer entre eux et Clara. Elle se recroquevilla derrière moi, et je sentis sa terreur animale. Mais ce n'était pas la pitié qui me poussait, c'était le froid instinct du propriétaire. « Elle ne vous doit rien », dis-je en regardant calmement dans les yeux morts de celui aux dents en or. Il ricana. « Toi, le vieux, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Elle et son petit copain doivent à notre patron, et les intérêts courent chaque minute. » Il fit un pas vers moi, mais je ne reculai pas. Je sortis du coffre la reconnaissance de dette signée par Clara et la lui tendis. « Elle est ma débitrice », répétai-je en martelant chaque mot. « Sa dette envers moi est 10 fois supérieure à la vôtre, et moi, contrairement à vous, j'ai en main un document officiel. Donc vous êtes second dans la file, et cette file, j'en ai peur, ne vous atteindra jamais. » Dandor m'arracha le papier, le parcourut des yeux, et son visage se décomposa. Il grogna quelque chose à son acolyte. Celui-ci sortit son téléphone. Je savais qu'ils allaient appeler leur hiérarchie. J'attendis. Clara, derrière moi, ne respirait plus. « Votre chef a mon numéro, un certain Ruben Archambault, » ajoutai-je en regardant le téléphone. « Dites-lui que Louis Mercier le contactera lui-même et réglera la question du montant initial de la dette sans les intérêts, s'il veut récupérer quelque chose, bien sûr. » La mention du nom de leur patron produisit son effet. Ils échangèrent un regard. Leur arrogance s'évapora. Ils comprirent que je n'étais pas juste un mari cocu, que j'étais un joueur d'un autre niveau. Dandor me jeta le papier sur le bureau. « On transmettra », grinça-t-il, et ils partirent aussi vite qu'ils étaient venus. Un silence s'installa dans le bureau, seulement troublé par les sanglots de Clara. Elle me regardait avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle pensa que je l'avais sauvée, que quelque chose d'humain s'était réveillé en moi. Quelle idiote! Je me tournai vers elle, et sous mon regard, l'espoir mourut dans ses yeux, remplacé par une nouvelle terreur encore plus profonde. « Ne te réjouis pas, dis-je d'un ton glacial. Tu n'es pas libre, tu as simplement changé de maître, et mes conditions seront pires que celles de Ruben. Tu vas rembourser chaque euro, mais pas dans un bureau et pas dans la rue. Ton nouveau lieu de travail t'attend. » Je l'attrapai par le bras et la traînai hors du bureau. Elle tentait de résister, mais son opposition était pathétique. Je la fis sortir par la sortie de service vers la cour arrière où était garée ma Peugeot et la poussai sur la banquette arrière comme un sac poubelle. Je ne l'emmenai ni chez elle, ni chez ses parents. Je l'ai menée en périphérie, sur ce chantier même qu'elle avait presque offert à Dubois. L'immense construction bourdonnait comme une ruche dérangée. Je la conduisis sous des regards étonnés des ouvriers dans une caravane de chantier crasseuse, empestant le tabac et la sueur, qui servait de baraquement. À l'intérieur était assis le chef d'équipe et le contremaître. Ils se levèrent d'un bond à mon arrivée. « Faites connaissance, dis-je, en poussant Clara en avant. Voici votre nouvelle femme de ménage. Elle va récurer les toilettes, laver les sols des baraquements et ramasser les ordures. Elle sera payée en nourriture. Elle vivra ici même, dans la resserre libre. Veillez à ce qu'elle ne tire pas au flanc. » Le chef d'équipe, un homme âgé au visage tanné, regardait tour à tour moi et ma femme dans son manteau de cachemire coûteux et ses bottes italiennes. Il n'en croyait pas ses oreilles. Clara me regardait simplement, et dans ses yeux il n'y avait rien d'autre que le vide. Elle comprit que ce n'était pas une plaisanterie, que sa vie pleine de luxe et d'oisiveté était terminée, que son lot serait désormais la saleté, l'humiliation et le travail pénible. Je la laissai là, parmi ces hommes étrangers et grossiers, dans cette caravane puante, et repartis sans me retourner. Toute la journée, je travaillais comme un forcené, résolvant les problèmes qui s'étaient accumulés à cause de sa trahison. Je rencontrais des avocats, des clients, rétablissant ma réputation.
Et avec chaque document signé, chaque appel réussi, je sentais la force revenir en moi. Le soir, assis dans ma maison vide mais maintenant parfaitement propre, je reçus un message de Constantin. L'artiste a refait surface. Il essaie de vendre son épave au marché auto de Belleville. Apparemment, il réunit l'argent pour un billet de train. Je souris avec ironie, comme c'était prévisible. J'aurais pu simplement envoyer des gars lui casser encore les côtes, mais c'eût été trop simple, trop ennuyeux. Une autre idée me vint, cruelle, perverse, mais d'une beauté géniale dans son cynisme. Je repris mon téléphone et appelai Constantin. Constantin, trouve-le, mais ne le touche pas. Dis-lui qu'il y a un acheteur pour son tas de ferraille. Oui, un acheteur généreux, prêt à payer le double de sa valeur. Mais il y a une condition. Avant la transaction, il devra faire quelque chose. Oui, un petit spectacle. Je dictai à Constantin mon plan, le plan de l'acte final de cette pièce, le plan de ma vengeance qui devait être non seulement cruel, mais légendaire. Constantin resta silencieux une seconde à l'autre bout du fil, puis siffla. « Louis, tu es le diable ?» ?»« Non, Constantin, » répondis-je en regardant la fenêtre sombre où se reflétait mon visage froid et inexpressif. « Je suis simplement un très bon élève et ma femme m'a donné une excellente leçon sur la façon de monter un spectacle. » Une liasse de billets de 50 € sales traînait sur le capot de sa Renault rouillée, retenue par une clé à molette graisseuse pour qu'elle ne s'envole pas. Pour cet argent, pour cette illusion de salut, il devait effectuer une dernière procédure, un gommage final de sa propre fierté. En direct au milieu du marché automobile bourdonnant, et ma femme devait être la seule spectatrice au premier rang. Je l'amenai moi-même, la sortie du baraquement puant où elle avait passé les dernières 24 heures, et la poussai en silence dans la voiture. Elle portait une combinaison de travail maculée de chaux, les ongles cassés et les yeux vides et délavés. Elle ne pleurait plus et ne résistait plus. Elle était brisée. Je la plaçai près du capot de mon Land Cruiser, à une dizaine de mètres de la scène minable que j'avais préparée pour son amant. L'artiste se tenait près de sa voiture, tremblant de froid et de peur, regardant tantôt l'argent, tantôt Constantin qui jouait le rôle de l'acheteur généreux. Alors, l'artiste traîna paresseusement Constantin en désignant l'argent d'un signe de tête. « Le fric est à toi, mais le patron veut un spectacle. Il aime l'art. Tu es notre maître du gommage, alors montre-nous ton talent. » Hugo déglutit convulsivement. Il me regarda, puis Clara, et dans son regard, il y avait une supplication. Mais il n'y trouva rien d'autre qu'un mépris glacial. Il était piégé. Sans argent, il ne pouvait pas quitter la ville, et y rester signifiait attendre que les hommes de Ruben Archambault le trouvent et le démontent, pièce par pièce. Il hocha la tête. Constantin, avec un sourire narquois, donna un coup de pied dans un seau posé près de la roue. « Matériel du client », dit-il. Hugo regarda dans le seau, et son visage se tordit de dégoût. À l'intérieur se trouvait une boue noire épaisse, de l'huile moteur usagée mélangée à du sable et du gravier fin. « Le client attend », le pressa Constantin. Et alors, le spectacle commença. Sous les regards étonnés des hommes qui passaient, sous les huées des voyous locaux, Hugo commença à se déshabiller. Il retira sa veste, son pull, enleva son jean. Il resta en slip dans le vent glacial de novembre. Son corps se couvrit de chair de poule. Il prit une poignée de la boue glacée et abrasive et, les yeux fermés, commença à la frotter sur le capot de sa voiture. Il frottait, étalant la saleté sur le métal rouillé, rayant les restes de peinture. C'était le gommage de sa nullité, de sa stupidité et de sa cupidité. Il détruisait la dernière chose qu'il possédait, dans l'espoir d'obtenir un argent qui ne serait jamais le sien. Je regardais Clara. Elle ne détournait pas les yeux. Elle regardait cette humiliation, et je voyais dans ses yeux vides se refléter son propre destin. Elle ne le voyait pas à lui. Elle se voyait elle-même, tout aussi nue, sans défense, couverte de la saleté qu'elle avait elle-même créée. C'était plus terrible que n'importe quel passage à tabac. C'était un miroir dans lequel je l'avais forcé à se regarder. Quand Hugo, sanglotant de froid et d'humiliation, termina son travail, Constantin s'approcha de lui. Il prit la liasse d'argent sur le capot, en détacha un billet et le lui tendit. « Pour l'effort », ricana-t-il. Et le reste de la liasse, il me l'apporta et me la donna.
Hugo regardait cela et il comprit enfin. C'était un spectacle du début à la fin. Et il n'y était pas l'artiste, mais le clown. « Vous pouvez le prendre, dis-je dans le combiné en regardant droit dans ses yeux pleins de larmes et de haine. » Une minute plus tard, une Mercedes noire arriva au marché. 2 armoires à glace sortirent de la voiture, s'approchèrent paresseusement d'Hugo à moitié nu, le prirent sous les bras et le traînèrent vers la voiture. Il ne résista pas, il était vide. Je lui lançai ce billet que Constantin lui avait donné. « Pour le billet de retour en enfer, dis-je. » Mais il ne l'entendit probablement pas. Je me tournai vers Clara. Le spectacle était terminé. Je lui indiquai en silence la portière arrière de mon 4x4. Elle monta docilement. Nous roulâmes dans un silence total. En revenant au chantier, j'arrêtai la voiture près de cette caravane. Elle sortit, s'arrêta dans la cour sale et détrempée par la neige. « J'ai demandé le divorce, dis-je à travers la vitre baissée. Et le partage des biens, même s'il n'y a rien à partager, comme tu le comprends. Ta part, c'est la dette que tu rembourseras ici jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux considérer ça comme ton hypothèque à vie. » Elle ne répondit rien, regarda simplement la vitre remonter. Je la vis dans le rétroviseur jusqu'à ce que je tourne au coin. Une petite silhouette en combinaison sale au milieu d'un immense chantier glacial. Elle avait obtenu ce qu'elle méritait, l'humiliation, la misère et l'oubli. Je rejoignis l'autoroute menant au centre-ville. Dehors, les lumières défilaient. La vie continuait. Je n'éprouvais ni joie ni triomphe, seulement le sentiment froid et vibrant d'une justice rétablie. Je les avais cautérisés de ma vie au fer rouge, sans même laisser de cicatrices. J'avais effacé ce chapitre comme on efface une écriture erronée dans un livre de contes. Je roulais vers mon appartement vide, vers ma nouvelle vie, où il n'y avait pas de place pour le mensonge et la trahison. J'avais nettoyé mon espace, et je savais que je ne permettrais plus jamais à personne de le salir. J'avais essuyé cette histoire du pare-brise de ma vie, comme une tache sale qui empêchait de regarder devant. Mais la route est longue, et elle est pleine de ceux qui cherchent à vous couper la route ou à vous frapper dans le dos, pensant qu'ils s'en tireront sans conséquence. Ils ne savent simplement pas qu'à chaque trahison suit une rétribution, et je suis toujours prêt à présenter la facture. Mes histoires ne se terminent pas toujours en paix, alors restez sur cette chaîne si vous voulez entendre ce qui arrive quand une bonne personne perd patience.